Les articles du blog monintrospection.com. Limite de l'introspection. L'introspection est un outil puissant pour explorer notre monde intérieur et comprendre nos émotions, nos pensées et nos motivations. Et ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire, je vous renvoie à plusieurs articles déjà publiés sur le blog. Pourtant, une réflexion critique est aussi nécessaire sur ce processus. Est-ce que l'introspection est la réponse à tout ? Peut-on atteindre une certaine objectivité sur nos états internes ? Peut-on s'abstraire de nos préjugés ? Et comment éviter de s'enfermer dans un cercle vicieux de pensées négatives, augmentant le sentiment de solitude et d'enfermement ? Dans cet article, nous examinerons de près les limites et dangers potentiels de trop s'en remettre à l'introspection. Nous posons les bases d'une introspection saine. La recherche d'objectivité. Les biais cognitifs. Lors d'une introspection, l'observé et l'observateur sont une et même personne. On peut donc légitimement se poser la question de l'objectivité du matériel tiré de cette pratique. Peut-on avoir une perception non faussée de nous-mêmes ? Difficile, car nous sommes truffés de biais cognitifs. Ici, je n'en citerai que 3, parmi beaucoup d'autres, qui peuvent effectivement entraver cette auto-observation. Le biais de confirmation. Il nous pousse à confirmer nos croyances et nos idées préconçues, plutôt que de rechercher des preuves contraires. Par exemple, si je crois que je suis nulle, eh bien je vais avoir tendance à répertorier dans mon histoire tous les moments où telle personne m'a rabaissé, où je n'ai pas été à la hauteur d'une situation, etc. En occultant les moments de réussite et ceux où j'ai reçu des appréciations positives de mes collègues. Parfois même un brin de rationalisation s'y ajoute. Du genre, c'est normal que j'ai réussi à faire ça, tout le monde en est capable. Pour limiter ce biais, il sera donc important de rechercher activement les preuves contraires à nos hypothèses de départ pour équilibrer notre perception de nous-mêmes. L'illusion de contrôle. C'est quand nous surestimons notre capacité à contrôler les événements ou des résultats qui sont en fait dus au hasard. On risque donc de s'attribuer un pouvoir que l'on n'a pas. Typiquement, on peut s'attendre à avoir plus de succès que les probabilités ne l'indiquent en réalité. Pour moduler ce biais, vous pouvez vous informer sur les probabilités réelles de certains événements, quelle est la part qui ne dépend pas de vous, et bien sûr, cultiver une certaine humilité. L'erreur fondamentale d'attribution. C'est quand nous attribuons nos comportements à nos caractéristiques internes, traits de personnalité, émotions, opinions, etc., plutôt qu'à des circonstances externes, surtout situationnelles. Peut-être pensez-vous que le comportement d'une personne est déterminé en majeure partie par sa personnalité ? Eh bien, la réalité est que la situation va influencer la personne qui va réagir en fonction de sa personnalité, bien sûr, mais celle-ci ne peut pas être un facteur prédictif de réaction. C'est une des grandes trouvailles de la psychologie sociale. Un exemple concret. Une personne est agressive en voiture et vous fait une queue de poisson. Vous vous dites direct, c'est vraiment un mauvais conducteur. Or, il est possible que ça soit la première fois qu'il le fasse. Il réagit peut-être à une situation exceptionnelle, par exemple, sa femme est en train d'accoucher. Il sera donc nécessaire de pouvoir se mettre à la place d'eux, dans la tête d'eux, c'est-à-dire de faire preuve de bienveillance et d'empathie pour comprendre non seulement l'expression de l'émotion ou du comportement, mais aussi ce qui le détermine. Inconscient et subjectivité. Dans le paragraphe précédent, nous avons exploré les théories issues des sciences cognitives. Cette fois, nous nous plaçons dans le référentiel théorique de la psychanalyse. Comment lever le voile de l'inconscient, qui, comme son nom l'indique, n'est pas à notre portée ? Il est caché. Explorer son inconscient, c'est possible, mais c'est un processus délicat, surtout en autonomie. Nous pouvons être confrontés à des défenses, à la peur, à la douleur de découvrir certains aspects de nous. L'inconscient, c'est ce que les psychanalystes travaillent avec la technique de l'association libre en séance. Ils prêtent également une attention toute particulière aux symboles, aux rêves, aux fantasmes, aux moments où le langage s'emballe comme dans le lapsus, ou lorsque l'on fait des jeux de mots. Les mouvements surréalistes et dadaïstes ont tenté, par leur art, d'accéder à cet inconscient. La dimension ludique était d'ailleurs très présente dans leurs œuvres. Seul, vous pouvez aller à la rencontre de votre inconscient par le biais de l'écriture automatique, où vous essayez aux rêveries éveillées.
Il s'agit de laisser libre cours à ce qui vous vient, dans une posture bienveillante et accueillante, non jugeante, et de laisser venir à vous images, mots, émotions. Vous l'aurez compris, introspection et vérité objective absolue sont contradictoires. La vérité est ailleurs, comme dirait l'autre. Avec l'introspection, on parlera d'expériences individuelles, subjectives et uniques. Cela ne veut pas dire que nous sommes dupes de ce qui peut nous influencer, mais nous devons accepter que nous ne pouvons ni nous extraire des relations que nous vivons, ni de notre histoire, ni de notre environnement. L'influence de l'environnement. La psychologie sociale, dont Kurt Lewin a été un des pères dans les années 40, nous apprend qu'à notre corps défendant, nous sommes influencés par le social et le groupal. C'est d'ailleurs sur cette corde sensible que les marketeurs appuient pour tenter de faciliter les ventes des produits. L'environnement social et culturel exerce une pression subtile mais omniprésente sur notre être et donc sur nos introspections. Les normes sociales, les attentes implicites de notre entourage et les valeurs culturelles jouent un rôle essentiel dans la façon dont nous interprétons nos pensées et nos émotions. Un exemple. Si je vis dans une culture plutôt individualiste, mon introspection va être axée sur l'expression de soi et la recherche d'authenticité. En revanche, si ma culture est majoritairement imprégnée du groupe, mon introspection portera plutôt sur comment vivre en harmonie avec les autres, comment m'adapter aux normes de mon groupe d'appartenance, etc., etc. D'ailleurs, le fait de se plier à l'impératif social, de se conformer aux normes, de correspondre à certaines attentes prédéfinies, peut altérer la sincérité de nos réflexions internes. C'est ce qu'on appelle l'autocensure sociale. Elle peut freiner notre spontanéité et notre authenticité et nous empêcher de toucher certains aspects de nous-mêmes. Quand ne faut-il pas privilégier l'introspection ? Maladie non stabilisée. Lorsque l'on traverse une maladie de manière aiguë ou une maladie chronique qui se décompense ou dont les symptômes se réactivent, l'aide d'un professionnel est nécessaire et non discutable. C'est lui qui sera votre guide, votre fil rouge pour entamer le processus d'introspection. Il vous donnera les bases de la technique. Cette relation thérapeutique laissera des traces en vous. Et vous pourrez, en vous appuyant sur cette expérience, l'employer ensuite à votre manière, en autonomie, en dehors des crises. Je pense par exemple à des maladies chroniques ayant des poussées douloureuses, telles que la polyarthrite rhumatoïde. Et sur le plan psychique, les décompensations délirantes, la dépression mélancolique, etc. Que ça soit d'un point de vue psychique ou physique, le symptôme douloureux est alors en première ligne, omniprésent. C'est un peu comme si on se baladait avec un voile noir sur le cœur sans pouvoir distinguer quoi que ce soit de l'anatomie de l'organe. La première des choses sera alors de prendre en compte ce symptôme, l'apaiser, afin d'avoir accès dans un second temps, si je file la métaphore, au cœur lui-même et à ce qu'il contient. Situation de crise et traumatisme non traité. Si vous êtes en état de choc, en crise, que vous venez de subir un divorce, un décès, une annonce difficile, le temps n'est pas à l'introspection. La première phase est de lever l'état de sidération. En clair, de digérer ce qui vous arrive. Et c'est dans un second temps, par une prise de recul, que vous pourrez accéder à l'introspection. Un exemple classique. Vous êtes en pleine crise d'angoisse ou attaque de panique. Eh bien, si vous avez vécu ce genre de choses, vous savez que quand vous traversez la crise, il vous est impossible de penser. Vous gérez l'urgence et c'est déjà pas mal. C'est dans un deuxième temps que vous serez capable d'analyser ce moment de crise. Qu'est-ce qui l'a déclenché ? Et émettre des hypothèses seul ou dans le cabinet de votre psy. Et c'est ainsi que vous pourrez renouer avec le processus introspectif. De la même manière, les traumas récents ou passés non traités ne sont pas une bonne indication à l'introspection en autonomie. En vous plongeant dans l'épisode de trauma, vous risquez de le raviver et justement de le revivre sur un mode traumatique. Dans ce cas, il est vivement conseillé de faire appel à un professionnel. La technique de l'EMDR peut être un outil intéressant. Les 3 choses qu'on ne dit jamais sur l'introspection. L'introspection peut être douloureuse. Et oui, elle peut être douloureuse à plusieurs titres. Parce qu'on peut mettre à jour des parties de nous que nous ne voulions pas voir jusqu'à présent, mais aussi douloureuse car chère en ressources et en énergie qu'on y laisse. Si vous êtes bourré de défense et de rigidité, il vous faudra redoubler d'efforts pour réussir à vous familiariser à des techniques d'association libre par exemple. Et bien sûr,
coûteuse en temps et en effort. Se connaître demande du temps et de la disponibilité et de la constance. C'est un processus et non un one-shot. Pour autant, nous avons vu que nous pouvions commencer à apprivoiser cet exercice avec des professionnels qualifiés ou simplement par le regard d'un ami bienveillant. Souvent, lorsqu'on est bloqué sur une problématique, le soutien et parfois l'avis d'un ami, même s'il parle bien sûr de son point de vue, pourra nourrir notre réflexion et peut-être nous montrer un chemin jusqu'à présent dissimulé. L'introspection peut être chaotique. Quand on essaye tant bien que mal et qu'on se confronte à divers freins ou peurs, on peut être tenté de s'arrêter, puis de recommencer un an plus tard, un peu sur le schéma d'un accordéon. La peur de l'inconnu, la peur du changement, la peur de se perdre, ou carrément le sentiment de dépersonnalisation. Toutes ces peurs sont à écouter. Ne foncez pas tête baissée en vous disant « il faut que je sorte de ma zone de confort ». Non. Si vous avez un doute, demandez votre chemin comme vous le feriez dans une ville inconnue. Allez voir un professionnel. Si je résume, pour qu'une introspection soit menée correctement, un cadre de travail défini et rigoureux est indispensable. Et c'est normal quand on y pense. Ça ne vous viendrait pas à l'esprit de pratiquer une opération sur quelqu'un sans en avoir acquis une connaissance et la compétence au préalable. Pour l'introspection, c'est pareil. Un cadre est nécessaire pour guider votre réflexion et ne pas vous perdre en cours de route. L'introspection peut être addictive. Par addictive, je veux dire une pratique dans laquelle on s'enferme par goût et par plaisir, sans pour autant que cela n'apporte plus de valeur ajoutée dans votre vie. Cela peut devenir vain, voire, si ça devient trop envahissant, ça peut carrément vous couper de vos amis et de votre famille. Par exemple, vous refusez une sortie parce que ce soir, c'est le moment de votre introspection. Il s'agit de faire une balance et de trouver l'équilibre entre votre besoin d'exploration et la vie, je dirais, réelle, c'est-à-dire celle qui se joue en dehors de votre intérieur. S'enfermer ainsi dans l'introspection peut mener tout simplement à une boursouflure d'ego. On enfle son narcissisme comme un Shadok pompe sans relâche. J'exagère un peu, mais vous voyez l'idée. D'autre part, il me semble important de revenir sur les objectifs de l'introspection. L'objectif, on l'a vu, ce n'est pas la quête d'objectivité. Ce n'est pas non plus la poursuite d'une félicité ou d'un bonheur parfait. Ça serait comme poursuivre le lapin blanc d'Alice. Certes, on accède à un monde merveilleux, mais n'est-il pas peuplé de simples fantasmes et illusions ? Une dernière chose. La rumination peut aussi et malheureusement être addictive. Pas qu'on veuille ruminer, non. Pas qu'on en prenne du plaisir, non plus. Mais elle s'impose à l'esprit et nous n'arrivons plus à en sortir. On est comme enfermé dans un labyrinthe où toutes les pensées qui nous traversent sont teintées de noir. Si vous êtes soumis à des ruminations, là encore, c'est le cadre de travail que vous aurez défini au préalable de votre introspection qui sera déterminant. Et il ne faut pas oublier que des fois, même si nous voulons très fort réaliser quelque chose, cela nous est impossible. Peut-être que nous ne sommes pas disponibles. Peut-être les explications pour l'instant nous échappent. Alors ne forcez pas, revenez-y plus tard. Conclusion. Connaître l'introspection, c'est l'utiliser au bon moment. L'introspection est un outil précieux pour explorer notre monde intérieur et mieux nous connaître. Cependant, il est important de reconnaître ses limites et les défis auxquels nous sommes confrontés lors de cette pratique. Les biais cognitifs, l'inconscient, les influences de l'environnement et les risques d'une introspection mal exécutée peuvent entraver notre capacité à mieux nous comprendre et nous piéger dans une boucle de rumination. N'oubliez pas, l'être humain est complexe. En prenant conscience de tous ces pièges et de ces embûches, j'espère que vous pourrez prendre un temps serein avec vous-même et commencer votre cheminement. Et si vous ne savez pas par où commencer, allez piocher dans l'un de mes outils gratuits ou payants pour vous guider. Ils sont spécialement conçus pour vous faciliter le processus. Et vous voyez d'autres limites que je n'aurais pas citées ?